Tu as évoqué la notion de savings qu'on va Légèrement. creuser parce qu'elle est importante. Je vais te donner ma perspective non achat, qui est que quand quelqu'un vient me voir et m'explique qu'il a fait des savings, mon réflexe, c'est d'être très cynique et sceptique. Parce que j'ai toujours en tête ce slide qu'on m'a montré un jour en me comparant la première offre versus ce qu'on a signé et en me disant je comprends pas ce que je suis censée apprendre de ça. Donc l'idée là c'est d'aller un peu plus loin sur la notion de savings et de vous demander et peut-être en commençant par Rémi, c'est quoi un saving? Pour moi, le saving, et par rapport à ce que tu disais là comme exemple, c'est la crédibilité du service achat au sein d'une entreprise. Donc globalement, tu peux déclarer tout et n'importe quoi et à boire et à manger dans les savings que tu peux déclarer. Mais c'est toi et ta crédibilité, toi et ta conscience professionnelle qui vont déterminer ce que tu mets ou pas dans un savings. Et généralement, enfin moi en tout cas, ce que j'ai mis en place chez Miracle, c'est que j'ai défini 5 types de savings différents. Et évidemment, les 5 n'ont pas la même valeur. On pourra les reprendre juste après un par un. Ouais. Mais en fait, lorsque tu as un impact PNL ou un impact budgétaire, c'est là où vraiment tu vas pouvoir valoriser tes savings. Parce que d'un point de vue CFO, d'un point de vue FP&A, etc., il y a un vrai impact. Ils voient de façon effective, ils voient l'impact des actions achats que tu as pu mener. Là où, au contraire, quand tu parlais tout à l'heure de la première offre versus la dernière, ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne se voit pas dans les comptes. Et donc, le premier, moi, je l'ai appelé, pardon, hashtag procurement. Et en gros, l'idée, c'est que tu as une baseline, donc tu as une dépense qui a été réalisée l'année dernière. Et c'est tout simple, tu vas comparer ce que tu payais l'année dernière à ce que tu vas payer cette année grâce aux négociations que tu as effectuées. Tu Et, veux et ouais, peut-être vous avez des exemples Ouais, ça, là-dessus? des exemples je à peux chaque fois, rebondir ça sur peut. un exemple, si tu veux, assez Vas-y, simple. Kevin. Par exemple, tu travailles avec un éditeur, tu achètes 100 licences à 5 euros en 2024. Ta baseline, c'est 500 euros. L'année prochaine, si tu négocies avec cet éditeur et avec des revendeurs, par exemple, et que tu négocies un prix à 3 euros la licence, pour ces 100 licences, tu paieras 300. Donc en fait, ton saving, ce sera 200 euros, c'est-à-dire la différence entre les 500 euros que tu payais en 2024 et les 300 euros que tu payes en 2025. Donc en fait, tu utilises une forme de coût unitaire pour que même si la boîte elle a 500 employés en plus et que factuellement maintenant on a 500 licences, chaque licence on la paye moins cher unitairement Exactement, que ce qu'on l'a exactement. payé l'année dernière. En fait, ouais, c'est un bon point parce que ton nombre d'employés il augmente, mécaniquement, en fait, tu vas augmenter tes dépenses. Par contre, si ta baseline, c'est ton coût unitaire, si tu passes de 100 à 200 employés et que tu réduis ton coût unitaire, tu feras quand même enfin voilà, tu feras quand même un savings, parce que, bah, c'est un levier de négociation aussi, le volume que tu vas acheter par rapport au nombre de personnes que tu as dans ta boîte. Ouais, clairement. Ok, super clair. Donc le premier, c'est mon économie versus la La période précédente. Exactement. Le deuxième? Le deuxième, c'est au contraire, tu n'as pas de dépenses l'année dernière, tu vas le comparer du coup au budget de l'année suivante. Donc c'est vraiment un nouveau sujet. C'est quelque chose que tu n'achetais pas précédemment, mais que tu veux acheter et que tu as défini grâce au budget en amont de l'année suivante. Ouais, par exemple, si par exemple je prévois, j'ai pas de bureau à Paris, en 2025, on prévoit d'ouvrir des nouveaux bureaux, donc un bureau à Paris. J'ai pas du coup de baseline N-1 sur une prestat de ménage. Donc avec mon équipe Workplace et mon FP&A côté budget, on va prévoir par exemple 5 000 euros de budget ménage par mois. Donc on est sur un estimatif à 60 000 euros de budget sur l'année. Moi, en tant que fonction procurement, je vais aller consulter des fournisseurs et après négo, je vais finalement tomber et signer une proposition à 4 000 euros par mois. Donc sur l'année, je vais dépenser 48 000 euros. J'avais budgété 60. Donc en fait, je vais déclarer 12 000 euros de savings par rapport au budget cette fois-ci et pas par rapport à une baseline finalement qui n'existe pas. Ok. Et là-dessus, tu es du coup très impliqué dans la définition des budgets ou c'est vraiment FP&A et les différents centres de coûts qui s'en occupent? Bah ouais, l'idéal, hein, si t'as fait ton job de commerçant en interne pour pouvoir justement, je pense que c'est intéressant d'être impliqué le plus en amont possible pour aider les équipes à définir le budget. C'est pas la responsabilité de l'acheteur, mais c'est intéressant d'être impliqué. En tout cas, c'est intéressant d'être impliqué une fois que la négo est faite pour remonter et partager avec les équipes, que ce soit Workplace,
et les équipes budget pour, ce que disait Rémi, crédibiliser finalement auprès de la finance et impacter finalement réellement l'économie que tu réalises. Ok. Donc ça, c'était le deuxième. Le premier, c'était #procurement. Le deuxième, c'est #budget. Le troisième, Sympa le mime. hashtag. Et là, c'est en gros les trois que je te cite, les trois premiers, c'est les plus récurrents, ceux qui arrivent dans 90% des projets. Et donc les deux premiers sont les plus qualitatifs. Le troisième, là, c'est la cost avoidance. Donc en français, c'est l'évitement de coûts. Et donc c'est un savings qui est souvent traqué dans les entreprises, mais qui est peu mis en avant, peu valorisé. En fait, c'est tout simplement, tu n'as pas de baseline, donc tu n'as pas de dépenses sur l'année dernière ou sur la période précédente, et tu n'as pas de budget alloué. Donc c'est un nouveau projet qui arrive en plein milieu de l'année, donc tu n'as rien pour le comparer. Donc ce que tu fais généralement, c'est que par exemple, tu lances un appel d'offres, tu vas prendre les offres, les premières offres comparables. Parce que parfois, tu vas te rendre compte dans un appel d'offres, tu vas avoir un fournisseur qui va chiffrer quelque chose largement au-dessus ou largement en dessous parce qu'il y a une incompréhension sur le cahier des charges, etc. Donc, tu vas prendre vraiment des offres qui sont crédibles et tu vas faire la moyenne de ces offres et tu vas les comparer à l'offre que tu vas finalement signer. Ouais, peut-être Ok. que pour te donner un cas concret, imagine que demain, tu te fais cyberattaquer, tu as 500 PC qui sont HS dans ton entreprise. Donc du coup, c'est pas, t'avais pas prévu ça au budget, t'as pas de baseline spécialement de dépenses sur ce sujet-là. Donc du coup, tu vas demander des devis à tes revendeurs de PC. En gros, la moyenne des devis que tu reçois, c'est 2000 € le PC. Donc 500 fois 2000 €, tu arrives vite à 1 million d'euros de dépenses. Et finalement, après négociation, parce que tu t'entends bien avec un de tes revendeurs IT, tu arrives à négocier le prix de ton PC à 1600 €. Donc 500 fois 1600, tu arrives à 800 000 € de dépenses au lieu des 1 million lorsque tu as consulté tes fournisseurs. Donc tu vas avoir évité une dépense de 200 000, c'est-à-dire la différence entre les 1 million initiaux et la dépense finale de 800 000 €. Donc c'est Ok. ça. C'est en gros ce qu'on aurait dû dépenser, mais grâce au travail du procurement, Ouais, on a limité la casse. C'est ça c'est le ça, cost avoidance. exactement. C'est ça. Mais du Et coup, il n'y a pas d'impact d'un point de vue financier. Ils ne le voient pas, si tu veux, ouais, il ton... le voit pas. En fait, Ouais, de toute façon, c'était négatif. C'est juste un peu moins exactement. négatif, mais ça se voit pas. Ouais, Exactement. Du coup, super c'est clair. pour ça que l'impact, il est moins important, puisque d'un point de vue financier, c'est zéro. Super clair. Tu as parlé Rémi, de 5 Oui. méthodes de calcul de savings. On en a 3 avec nos hashtags. Quelles sont les deux dernières? Ouais, le quatrième, je l'ai appelé FTE Optimization, donc optimisation ta base employée, on va dire. Et là, pour le coup, tu as une baseline qui existe, et la baseline, elle se base sur les coûts de masse salariale, globalement. Et en fait, toi, de par ton action achat, tu vas avoir un savings par rapport à justement cette masse salariale. Si je prends un exemple, c'est imagine grâce à l'IA par exemple, aujourd'hui tu remplaces un processus qui est complètement manuel et chronophage par un outil IA. Je sais pas si on parle par exemple du customer support. Aujourd'hui, le customer support va répondre à 100 demandes par jour. Et sur ces 100 demandes, tu en as 90 qui sont hyper récurrentes et que tu peux remplacer juste simplement et de façon indolore pour tes clients par de Avec un l'IA bot. pour que ces équipes se focus sur la partie qualitative. Eh ben, peut-être que tu vas réduire ou ajuster ton équipe, peut-être que tu avais prévu d'en recruter 5 et que tu vas en recruter que 3. Et ben, tes savings, ça va être ces 2 recrutements en moins versus le coût du software. Et ça, c'est attribué au travail de l'équipe procurement. C'est attribué si et seulement si l'idée déjà vient des achats, ou alors si toi, dans ta négociation, évidemment, tu as apporté du gain sur la négo du software. Ok, ok, super clair. FT Optimization. Ouais. Vous avez eu des exemples récents de FT Optimization, tous les deux? Pas moi. Non, moi non plus, j'en Non, ai non pas plus. exemple. Mais Euh, avec l'IA, j'imagine qu'il va y en avoir. ouais, ça va arriver. Ouais, ça sent. Je pensais à un autre podcast où Rémi, on a interviewé quelqu'un de ton équipe qui nous a introduit votre assistant IA. Et du coup, je pense que ton prochain rapport, il aura potentiellement un FT Optimization. Le dernier, Yes, le dernier, c'est je l'ai appelé turnover investment. En gros, c'est la capacité de tes fournisseurs à investir sur ton entreprise.
dans ton entreprise. Et ça passe par exemple par le fait de négocier souvent avec tes partenaires, donc vraiment avec les fournisseurs qui sont tout en haut à droite de la matrice de Kralvik, on pourra en reparler tout à l'heure, mais vraiment ceux avec lesquels tu entretiens une relation très proche, stratégique, etc. Ils ont la capacité souvent, et toi tu dois négocier ça en tant qu'acheteur, à les impliquer dans la vie de ton entreprise. Et ça peut être par exemple en les faisant investir pour toi dans une campagne marketing, ou alors à les faire sponsoriser des événements, ce qui te permet à toi du coup de D'économiser un coût marketing, en d'économiser. fait. Ouais. Et ça pour le coup, c'est très apprécié en interne. À ton équipe marketing par exemple, si tu fais en sorte que l'entreprise côté tech avec laquelle tu bosses le plus investisse dans ton salon demain, Ouais. eux c'est juste, ils sont 100% gagnants si tu veux. Donc Et puis, c'est ça peut être assez large parce que rien que parfois le fait que ton client, sans même qu'il dépense de l'argent, mais ton fournisseur, pardon, il accepte de faire un cas avec toi, il accepte de faire du co-branding, même s'il n'y a pas de l'argent impliqué, pour toi, c'est un asset, en fait. ouais, et tu vas capter son audience. Ouais, Après, c'est des choses qui sont moins palpables et du coup, ça rentre pas forcément. difficile à valoriser, pricer. Mais on y viendra aussi. Il y a vraiment pas que les savings dans la vie d'un acheteur. Et on est aussi là, on est aussi les premiers à devoir vendre notre organisation. Et du coup, ça Ouais, passe par là, évidemment. ouais. Non, mais t'as bien dit que ton premier KPI, c'était la couverture. Le Ouais. saving, c'est venu après.